entité sur cette compétence. Voilà, je passe la parole à Arnaud Viala. Merci, chers collègues, merci Madame la Présidente. Alors peut-être, n'ayant pas eu l'occasion de faire d'introduction, je me permets de dire deux mots. D'abord pour vous charger, Madame la Présidente, si vous le voulez bien, de féliciter Yaël Braun-Pivet de sa réélection en sa qualité de présidente de la Commission des lois que nous venons d'apprendre, qui commence à s'ébruiter dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Ensuite, pour souligner à mon tour la qualité du travail et de l'ambiance dans lesquels nous avons rédigé ce rapport et réalisé évidemment tous les travaux préparatoires. Merci à mon collègue Rémi Ribérot et à tous les députés qui se sont impliqués à nos côtés sur ce travail qui a été relativement dense. Et puis je voudrais également remercier Bruno Legrain et Madame Bardy-Lapeyre de leur concours très fondamental à ce que nous réussissons à vous présenter aujourd'hui. Alors, pour en revenir aux propos de Rémi Ribérot sur la compétence eau et assainissement, effectivement, moi, c'est le seul point de nuance, c'est même pas de divergence que nous pouvons avoir dans la présentation du rapport. Je considère en effet que l'échelon intercommunal, pour la connaissance que j'en ai, pour avoir été président de PCI, n'est pas nécessairement l'échelon pertinent pour l'exercice des compétences eau et assainissement, surtout à la lueur de ce que nous proposons, c'est-à-dire une forme de statu quo sur l'interco. Et aujourd'hui, l'intercommunalité française n'est pas une intercommunalité XXL sauf exception, donc elle correspond peu à des grands bassins versants. Et c'est pour ça que moi j'étais relativement enclin à demander non pas un report à 2026 de la compétence obligatoire, mais une réflexion beaucoup plus large qui permette qu'on conforte ou qu'on fasse émerger des grands syndicats de bassins qui s'appuient sur les communes et les intercommunalités, bien entendu, mais qui aient la capacité à embrasser tout à la fois la gestion du petit cycle de l'eau et du grand cycle de l'eau. On présente ce rapport fait du hasard dans une période caniculaire, et donc on voit bien que la gestion de l'eau va être un des enjeux majeurs qui dépasse de très loin les échelons de proximité. Donc c'est ainsi que la proposition alternative a été rédigée et que je vous proposerai donc de donner peut-être votre avis, puisque vous ne pourrez pas voter simultanément sur deux propositions légèrement nuancées au cours des interventions que vous voudrez bien faire à l'issue de cette présentation. De manière générale, nous recommandons d'engager une réflexion sur la réduction du nombre de compétences obligatoires des EPCI autour d'axes structurants dans les domaines de l'économie, de l'urbanisme, des réseaux et de la transition écologique. Cette évolution irait de pair avec la suppression de la catégorie des compétences optionnelles des communautés de communes et des communautés d'agglomération, ce qui permettrait de laisser davantage de latitude aux élus pour adapter les compétences aux spécificités de leur territoire. On s'est tous heurtés à cette difficulté de mettre dans un schéma intercommunal des compétences à la fois facultatives et optionnelles qui finalement vident de leur sens les projets communaux et ne concourent pas à l'émergence d'un projet de territoire bien ficelé. Afin de traduire ces modalités de coopération renouvelées, nous proposons l'adoption par les intercommunalités dans les 6 premiers mois de mandat d'un contrat de mandat communautaire pour mettre en œuvre le projet intercommunal. Ce document pourrait inclure la définition des compétences de l'intercommunalité et de leurs modalités d'exercice selon une logique de subsidiarité, des pôles de service à l'échelle infracommunautaire, les projets de communes nouvelles, notamment en lien avec ces pôles, et la définition des solidarités financières et des mutualisations. Il nous est apparu en effet que la question des mutualisations devrait être placée au cœur des réflexions relatives à l'exercice des compétences. Nous détaillons dans le rapport les principaux instruments à la disposition des communes et des EPCI. Nous regrettons d'ailleurs que ces outils soient sous-utilisés en raison de leur complexité et de la connaissance insuffisante que nous, élus, en avons sur les différentes possibilités qui nous sont offertes. Nous souhaitons donc que le guide des coopérations récemment publié par la DGCL fasse l'objet d'une large diffusion.
Il conviendra ensuite d'évaluer l'utilisation faite par les communes et les EPCI des différents dispositifs afin d'identifier les points de blocage et les simplifications pouvant être apportées. Le deuxième grand sujet qui a retenu notre attention est celui du rôle des communes dans la mise en œuvre des projets de territoire. Nous avons en particulier fait porter notre réflexion sur le rôle que peut avoir la commune pour garantir l'accès de tous aux principaux services publics et pour accompagner la triple transition écologique, numérique et démographique. S'agissant de l'accès aux services publics, les maisons de services au public, MSAP, constituent indéniablement un instrument de mutualisation permettant le maintien des services de proximité. Il n'en demeure pas moins que la mairie est et doit rester le premier lieu d'accès aux services publics numériques. En matière de transition écologique, le rôle des communes et des intercommunalités est essentiel en tant qu'acteurs de proximité. La promotion d'une nouvelle génération d'agenda 21 locaux, définis à l'échelle des communes, en lien avec les intercommunalités, nous paraît être un moyen de favoriser la définition d'une stratégie prenant en compte les réalités des territoires. Il nous paraît également important d'encourager la formation des maires qui seront élus en 2020 sur les règles applicables en matière de transition écologique et énergétique, y compris par un soutien financier de l'État. La commune a aussi un rôle à jouer pour favoriser l'appropriation du numérique par l'ensemble des publics, s'agissant notamment de l'identification des publics éloignés et de leur accompagnement par des actions de médiation ou de formation. Pour cela, les communes doivent pouvoir disposer de moyens financiers et techniques suffisants. Afin de faire de cette politique une priorité pour les communes, il conviendrait également de mettre en place un élu référent au numérique dans chaque commune, en définissant précisément ses fonctions et en lui garantissant une formation adaptée. S'agissant enfin de la transition démographique, les communes sont appelées, selon nous, à jouer un rôle majeur, bien que les compétences obligatoires en matière sociale appartiennent au département. Les communes sont en effet les mieux placées pour établir un diagnostic des besoins des personnes âgées sur leur territoire, avant la mise en place d'une politique d'accompagnement. Nous insistons en particulier dans le rapport sur le maintien à domicile, sous toutes ses formes, et recommandons à cet égard de faire des mairies un point d'accès à l'information sur les services et ressources disponibles pour améliorer le maintien à domicile sur le territoire. La participation des communes au projet de territoire est conditionnée par leur accès à l'ingénierie, qui est inégale selon les territoires, car dépendant des moyens que peuvent y consacrer les départements. La création très récente de l'Agence nationale de la cohésion des territoires vise à remédier à cette situation. Nous proposons de mener une évaluation d'ici à 3 ans, le cas échéant dans le cadre du contrôle parlementaire, de l'action concrètement menée par cette agence en direction des territoires les plus touchés par des difficultés économiques, démographiques et d'accès aux services publics. Le dernier grand thème que nous avons abordé est celui des communes nouvelles, qui représente l'un des instruments à la disposition des communes pour renforcer ou modifier leur capacité d'action. Ce dispositif a connu un véritable succès, mais le développement des communes nouvelles reste inégal selon les territoires. Celles-ci sont surtout présentes, vous le savez, dans le nord-ouest de la France. S'il paraît nécessaire de maintenir les incitations financières à la création de communes nouvelles, cela ne saurait suffire à maintenir leur dynamique de création. Nous souscrivons donc aux évolutions prévues par la proposition de Madame Françoise Gatel, tendant à préserver l'identité des anciennes communes et à organiser des solutions transitoires en termes d'effet de seuil et de gouvernance. Enfin, nous jugeons intéressante la création des communes-communautés, communes nouvelles à l'échelle d'une intercommunalité. Il conviendra cependant d'en préciser le régime financier et d'en mesurer au cas par cas avant de les créer, l'impact financier. Je vous recommande sur ce point la lecture attentive du rapport parce que nous essayons d'y développer quelques propositions innovantes. Voilà, j'en ai terminé, Madame la Présidente, et donc on va évidemment répondre aux questions de nos collègues.